8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Christian Estrosi. Bonjour. Bonjour. Maire de Nice, vice-président d'Horizon. On va d'abord parler avec vous de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Dijon. La mort d'un père de famille de 55 ans, tué alors qu'il dormait dans son lit. Il a été touché par une balle qui visiblement était destinée à un point de deal situé juste en dessous de son logement. Encore donc une victime collatérale de la drogue d'après les premiers éléments donnés par le procureur. Y a-t-il de votre point de vue une forme de fatalité à dire encore une victime collatérale de la drogue? Il ne peut pas y avoir de fatalité. On voit parfaitement que partout où on s'attaque de manière persistante au point de deal, dans toutes les grandes villes aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas dans certains quartiers de ma propre ville. À Nice également. On voit certaines villes de France où ça a pris encore plus d'ampleur. Mais chaque fois que le ministre de l'Intérieur réussit à mobiliser des moyens continus. À chaque fois, on dit on envoie la CRS 8, elle vient et elle repart. Oui, mais ouais, c'est le problème. Donc ça veut dire que, vous voyez, chez moi, j'ai obtenu du procureur de la République de monter un GLTD, un groupement local de traitement de la délinquance sur le sujet de la drogue. Je salue l'action de notre procureur de la République qui fait appel, alors qu'elle n'est pas compétente au départ, à une police municipale qui a été reconnue comme primo-intervenante, y compris sur des attentats qui se sont déroulés dans une basilique en octobre 2020. Et donc qui compose ce GLTD? C'est le procureur de la République, en accord avec la préfecture, mais c'est le procureur de la République. Et à partir du moment où est mis à sa disposition des forces de l'ordre pour que l'action d'investigation de la justice puisse faire qu'il y ait une présence permanente, une intervention permanente, des démantèlements de dealers et de points de deal qui souvent sont commandés par des chefs de gang qui sont ou très loin, ou voire même à l'étranger. La solution pour vous, c'est plus de présence sur le terrain, plus de forces de l'ordre encore. Mais il ne faut pas relâcher. Je vois bien que dès qu'ils interviennent, qu'est-ce que ça produit? Ça produit qu'on trouve planqués dans des placards de cages d'escalier, des sachets d'héroïne, de cocaïne, de shit. On les prend et naturellement, celui qui était chargé de les revendre, comme il ne paye pas son dû, vous avez des règlements de compte entre celui qui comptait sur l'intermédiaire et qui ne paye pas son dû. À partir de là, vous avez des règlements de compte, des balles perdues et une population qui en fait les frais dans sa cage d'escalier. Voilà pourquoi il ne faut rien relâcher pour s'en débarrasser. La drogue est un fléau. Et je suis personnellement pour que le consommateur soit tapé. Parce qu'à partir du moment où vous tapez le consommateur, ben nous, ils sont tous enregistrés, hein, les consommateurs. Ils sont en vidéosurveillance, on connaît leurs portraits, etc. Mais on ne tape pas le consommateur. À partir du moment où vous ne tapez pas le consommateur, il y a des consommateurs. Tant qu'il y aura des consommateurs, naturellement, le trafic de drogue sera une économie juteuse et sera alimenté et créera une insécurité dans un certain nombre de quartiers avec de pauvres gens qui n'y sont pour rien, mais qui subissent un enfer dans leur cage d'escalier et dans leur quartier. Et donc, je demande vraiment, la police fait un travail remarquable. Quand elle est là et elle est disponible, et malheureusement, il n'y en a pas suffisamment de partout. C'est pour ça que quand on fait appel à ma police municipale, ce qui n'a pas toujours été le cas pour venir en renfort de la police nationale, ben ça permet d'avoir plus d'effectifs. Et que de l'autre côté, eh bien, les lois qui décident de frapper à la fois celui qui est en tête de réseau, le dealer. On rendez compte qu'on affiche sur les façades des immeubles le prix de la drogue dans les cités et on laisse ça accrocher? C'est pas possible. Donc plus de force et de l'autre côté, le consommateur. On est également dans cette actualité très noire en matière de faits divers et qui interpelle sur la sécurité dans notre pays. Bientôt 10 jours après la mort du jeune Thomas, 16 ans, dans la Drôme, en marge d'une soirée. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, se rend sur place tout à l'heure. On a entendu beaucoup de qualificatifs ces derniers jours. Gérald Darmanin a parlé d'ensauvagement, Emmanuel Macron de décivilisation, Jordan Bardella de barbarie ordinaire. Quel serait votre qualificatif? Dans quel état est notre pays aujourd'hui? Je dirais tout simplement dans un état où l'autorité ne s'affiche pas à tous les niveaux. La police a fait un travail remarquable. Est-ce que on peut dire
la même chose de la justice, puisqu'une fois que la police a interpellé, après le drame qui a frappé Thomas par exemple, elle a remis entre les mains de la justice. Ils sont aujourd'hui en préventive. Quand seront-ils jugés? De quelle manière? Vous posez la question et parce que quelles vous seront pensez les que la justice sanctions? est trop laxiste aujourd'hui? Mais parce que je ne suis pas certain que les sanctions qui seront appliquées après le meurtre de Thomas soient suffisamment fortes. Et que d'un autre côté, à partir du moment où il n'y a pas de la justice pour tous, aussi bien pour ce qu'on appelle l'ultra-droite, mais qui sont tout simplement des extrémistes. Parce qu'il y a eu 80 Moi, je les militants dans les qualifie rues de comme ça. Romans-sur-Isère Je ne ce sais pas week-end. s'ils sont de droite, pas de droite. C'est des extrémistes, point final. Et qui ne sont pas, en même temps qu'ils sont interpellés là aussi par les forces de police, sanctionnés avec la même force, naturellement, et en comparution immédiate, systématique. Dans notre pays, il n'y a pas ce retour à l'autorité sur tout fait tel que celui que nous avons évoqué tout à l'heure, sur le deal, sur la mort d'une personne qui n'y était pour rien, sur la mort de Thomas dans le cadre d'un règlement de compte, sur d'autres qui vont manifester et qui menacent autrui dans leur intégrité physique et leur intégrité morale parce qu'ils se révoltent contre le fait qu'on ait pu toucher à Thomas. Si c'est pas fait, on ira vers la guerre civile, comme le dit Reconquête, Marion Maréchal, qui dit on est dans une guerre ethnique, prémisse d'une guerre civile. Bon, écoutez, on a vécu des périodes dans notre pays avec des hauts et des bas. Il y a un moment où il faut se ressaisir. On est dans un temps où malheureusement nous n'avons pas de majorité absolue et où donc c'est difficile. Je sais qu'il y a une détermination gouvernementale. Je sais qu'il y a une détermination de certains parlementaires à accompagner des réformes importantes et décisives. Bon, voilà, une grande démocratie, c'est des droits, c'est des devoirs, c'est de la fermeté, c'est de l'autorité pour garantir des libertés individuelles. L'ancien ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui s'est éteint ce week-end, a beaucoup été cité, y compris par la droite et l'extrême droite ce week-end, pour ces mots qu'il avait eus lorsqu'il a quitté la place Beauvau, le risque que demain on vive face à face. Est-ce que vous considérez que ces mots ont été prophétiques et qu'aujourd'hui on y est face à face? Les mots de Gérard Collomb étaient justes, mais est-ce que les mots de Charles Pasqua n'étaient pas prophétiques? Est-ce que les mots de Nicolas Sarkozy n'étaient pas prophétiques? Tout comme l'étaient ceux de Gérard Collomb. Gérard Collomb était un ami et pourtant nous n'étions pas issus du même bord. Nous avons quasiment co-présidé ensemble France Urbaine. Nous avons la même vision. Nous avions tissé des liens d'amitié. Nous comprenions comment établir des relations de cohésion économique et sociale et en même temps de fermeté dans de grandes villes qui aujourd'hui sont confrontées à tous ces problèmes. La France a perdu un maire qui d'abord a été un grand bâtisseur, qui avait une vision juste, qui a été un bon ministre de l'Intérieur et qui était tout simplement un homme d'État et en même temps un homme de cœur. Et je crois que pour assumer de telles responsabilités, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui aient ce sens de l'intérêt général comme l'avait Gérard Collomb. Vous parliez il y a quelques instants de la nécessité aussi d'avoir des grandes réformes sur lesquelles on se retrouve. À partir d'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, en commission, est examinée la loi immigration, avec toujours un point, on va revenir aux conditions éventuelles du vote, mais un point d'interrogation sur l'article concernant les titres de séjour pour les métiers en tension. Si on résume rapidement les épisodes, le gouvernement avait prévu dans le texte initial la régularisation automatique. Au Sénat, les sénateurs ont dit non, pas de régularisation automatique, ce sera à titre exceptionnel à la main du préfet. Et là, par voie d'amendement, les députés Renaissance voudraient une sorte d'entre-deux avec une opposition possible du préfet au cas par cas. Quel serait pour vous le texte acceptable, la bonne formulation? Bon, d'abord, je m'en réjouis que du Sénat soit sorti un texte. Vous vous rendez compte que ce texte proposé par Gérald Darmanin est un bon texte qui prévoit des avancées considérables sur l'accélération des expulsions, sur la capacité de relever des empreintes digitales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sur la restriction d'accès à la nationalité qui est multipliée par 2. Avant, il fallait un minimum d'établissements dans notre pays de 5 ans. Maintenant, il faut passer au moins à 10 ans. Et d'autres dispositions. Donc, je dis aux parlementaires, votez cette loi parce que vous soyez satisfait ou pas par certaines dispositions, c'est une avancée. Et s'opposer à cette loi serait se priver de cette avancée. Les sénateurs ont préféré renvoyer vers le préfet.
Après tout, c'est presque plus sûr de renvoyer vers le préfet ou à la limite vers le maire, ce qui serait un bon signe en termes de décentralisation, que de laisser au seul soin de l'employeur le fait de proposer une régularisation. Donc c'est un texte qui est bon. Et je dis aux députés LR qui ne seraient pas d'accord avec leurs collègues sénateurs LR, alors que les sénateurs LR ont agi dans le bon sens, d'aller dans le même sens. À minima, ils sont près de 17, je crois, avoir 17, signé un texte dans la tribune hier. un texte, et je le remercie de soutenir ces avancées. Et je dis aux autres, acceptez de les suivre de manière raisonnable, de même que je dis au centre-gauche de Renaissance, qui au contraire voudrait aussi revenir sur ce texte parce qu'il estime qu'il va trop loin, de faire part de raison, parce que c'est en faisant un bout de chemin intelligent l'un vers l'autre que de toute façon, alors qu'on en a vraiment besoin, nous aurons une avancée dans les textes qui permettent de lutter contre l'immigration quand elle n'est pas raisonnable, raisonnée et parfaitement encadrée avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Vous pensez qu'il faut que le gouvernement prenne le risque d'aller au vote, même si aujourd'hui, il n'est pas sûr d'avoir une majorité, parce que vous l'avez rappelé, il y a des divergences encore aujourd'hui entre LR et une partie de la majorité, ou est-ce qu'il faudra, au vu de la nécessité d'appliquer ce texte, passer par 49.3 si nécessaire? Moi, je serais plutôt favorable qu'il aille au vote. Pourquoi ? Parce que j'estime que ça permettra au moins à chacun de mesurer qui a voulu qu'il y ait des avancées dans la lutte contre l'immigration et qui ne l'a pas voulu. Car ceux qui voteront contre, ceux qui ne permettront pas à ce texte d'aboutir, porteront la responsabilité qu'on ne donne pas plus de moyens à la police et à la justice de lutter contre l'immigration clandestine dans notre pays. Je voudrais qu'on parle également, dans l'actualité gouvernementale, de ces débats, encore ces remous au sein de la majorité, concernant les chômeurs, en particulier les seniors, qui aujourd'hui bénéficient d'une indemnisation plus longue, une durée plus longue que le reste de la population. Bruno Le Maire a proposé un alignement. Ça crée des remous parce que Sacha Houlié, notamment président de la commission des lois, dénonce une nouvelle mesure magique sur laquelle il a des doutes. Vous, à titre personnel, au nom d'Horizon, est-ce qu'Horizon est favorable à ce que la durée d'indemnisation des seniors soit alignée sur le reste de la population? L'objectif, pour le dire simplement, c'est d'insister dans une direction qui doit ramener au plein emploi ou 5% de chômage. D'abord, on voit bien que ceux qui sont le plus pénalisés sont ceux qui avancent vers un âge qui se rapproche de leur retraite, mais qui ne l'atteignent pas encore, et qui perdent un emploi. Donc, naturellement, prolonger leur indemnisation n'est que justice, à condition, naturellement, que lorsqu'on leur propose de retourner vers l'emploi, au moins à la deuxième ou à la troisième proposition, ils l'acceptent. Donc voilà, il faut y mettre en même temps une condition et que ce ne soit pas une solution de facilité. Mais les règles actuelles ne vous choquent pas? Mais les règles actuelles ne me choquent pas, de même que ça ne me choque pas que des seniors qui arrivent à l'âge de la retraite leur soit proposé de pouvoir prolonger lorsqu'ils le souhaitent. Et croyez-moi, il y a beaucoup plus de seniors qu'on ne le pense qui souhaitent aller plus loin aussi. Naturellement, qu'ils touchent leur retraite et qu'en même temps, on leur permette, au terme de leur retraite, au moment de l'âge de leur retraite, lorsqu'ils souhaitent continuer à avoir une activité, et de pouvoir naturellement être rémunérés, à cotiser, et ça contribuera à l'équilibre de nos caisses de retraite. On sent quand même, Christian Estrosi, monter une inquiétude dans la majorité au gouvernement sur la capacité d'atteindre réellement l'objectif de plein emploi fixé par Emmanuel Macron. On rappelle que le chômage a augmenté très légèrement de 7,2 à 7,4% au trimestre précédent. Mais vous savez d'où on vient? 7,4. On n'est pas encore à l'objectif fixé par le président. On n'est pas au plein emploi, mais par rapport à la crise que nous connaissons, avec l'inflation qui est malgré tout une des plus faibles des pays européens, je ne l'excuse pas, et je dis qu'il y a des domaines où nous devrions plus faire d'efforts, notamment en matière d'énergie, où les taux d'intérêt sont remontés, où la commande publique, et là aussi le gouvernement à agir sur la commande publique. Tenez, je vous prends un exemple qui touche à la fois à l'environnement et à la commande publique. 70% de la commande publique vient de nos collectivités. Nous pourrions investir beaucoup plus dans notre pays et donc aller beaucoup plus vers le plein emploi si on donnait plus de possibilités aux collectivités locales
j'en suis un des Donc, acteurs, plus d'argent. de pouvoir investir. Pourquoi y a-t-il un traitement différent entre Paris et la province? Sur les transports, par exemple, quand vous savez qu'une ligne de transport, un tramway, un métro, ça représente entre 300 millions d'euros et jusqu'à 2-3 milliards d'euros d'investissement selon le projet et sa dimension et la dimension de l'agglomération de la métropole, qu'on vient d'accorder. Et ça, je le dis très clairement à la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, parce que c'est totalement injuste pour moi, que le versement mobilité-transport, c'est-à-dire la part que les entreprises doivent apporter à la collectivité pour pouvoir investir sur les transports, et c'est les salariés qui sont les premiers à en profiter. En Île-de-France, elle était à 2,9%. Là où en province, c'est plafonné à 2%. Elle vient de passer en Île-de-France à 3,2%, là où on nous laisse à Toulouse, à Nice, à Bordeaux, à Lille ou à Nantes, plafonné encore à 2%. Donc vous demandez la même Je proportion. demande le même traitement équitable. La taxe de séjour pour ceux qui fréquentent notre pays et qui font du tourisme, on vient d'accorder à l'Île-de-France qu'il y ait une part de la taxe de séjour qui revienne au financement des transports. On ne l'accorde pas à la province. Pourquoi veut-on continuer à ce qu'il y ait une politique d'aménagement du territoire qui soit Paris contre la province, Quelle ou la réponse vous province apportez, contre ou Paris? quelle réponse vous apporte le gouvernement? Eh bien, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je n'arrête pas de défendre cette option. On me dit oui, on vous entend, c'est vrai, pourquoi pas, etc. Mais au moment où il y a une discussion au Parlement sur la loi de finances, je dis allez-y, qu'en 2024, on puisse multiplier les investissements qui créeront des emplois. Ça n'est qu'un exemple. Il y en a d'autres, mais je voulais prendre celui-ci. À l'image de ce que vous venez de dire, Christian Estrosi, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont préoccupés par ce à quoi va ressembler la suite du quinquennat? L'agenda de réforme à partir de 2024 est encore très largement à construire. Et je le dis gentiment. On pourrait dire à l'inverse que c'est le grand vide. Est-ce que vous avez le sentiment que le président et la première ministre ont les idées claires sur ce qu'ils feront l'année prochaine? Le président parle souvent de décentralisation. Et je crois qu'il a vraiment compris à quel point c'était important, surtout quand on n'a pas de majorité stable. Qui a des majorités stables? Les collectivités. Nous ne sommes pas contestés. On a des majorités absolues. On peut prendre des décisions. Eh bien, donnons-nous ce droit à l'expérimentation. Moi, je suis volontaire et candidat sur beaucoup de choses. Vous vous rendez compte que quand on construit un réseau de géothermie comme on les fait chez moi, où on produit le kilowattheure d'énergie à entre 3 et 5 centimes le kilowattheure, c'est-à-dire la même chose que l'énergie nucléaire ou l'hydraulique, que c'est refacturé aujourd'hui entre 25 et 30 centimes d'euros à nos concitoyens ou aux entreprises. Eh bien, décentralisons le prix de l'énergie. Si j'investis des centaines de millions d'euros sur des réseaux de géothermie où on prend de la température froide pour faire du froid et du chaud dans nos nappes phréatiques ou dans la Méditerranée, laissez-moi appliquer à mes foyers et à mes entreprises un prix de l'énergie qui sera beaucoup plus inférieur et qui renforcera la compétitivité et en même temps l'investissement. Voilà pourquoi je crois que le président est convaincu qu'il faut aller vers cette décentralisation. Reste à le faire. Passons par des étapes peut-être d'expérimentation partout, des collectivités sont prêtes à le faire et on verra qu'il y aura des démonstrations qui nous permettront de faire des pas important en avant en faveur du PIB de notre pays, mais aussi de la cohésion économique et sociale. Vous avez pris un exemple qui est en lien précisément avec les enjeux environnementaux. Vous serez, je crois, aux côtés du chef de l'État à la COP28 à Dubaï en fin de semaine. À quel titre et avec quel objectif? D'abord, il se trouve que grâce au président de la République, et je l'en remercie très sincèrement, qui a demandé aux Nations Unies à ce qu'après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, le sommet des Nations Unies sur la biodiversité de la planète bleue, des 70% de mer qui recouvrent la planète, se tienne au bord de la Méditerranée, à Nice, en France. En 2025. En juin 2025. Et il m'a demandé en même temps de présider une coalition de maires, présidents, gouverneurs de territoires, de zones littorales de la planète, qui se situe en dessous des 10 mètres
au-dessus du niveau de la mer, là où nous voyons que la fonte des glaces de la cryosphère est en train de faire monter le niveau des eaux à l'horizon 2120, c'est-à-dire de présider une coalition de gestionnaires de territoires qui représente près d'1 milliard d'habitants de la planète. Et naturellement, c'est une tâche qui est passionnante et qui en même temps légitime quelque part que ici ou là, lorsqu'il me sollicite, je réponde présent pour que nous fassions avancer ce sujet qui est un sujet majeur. Voyez-vous, ce matin, nous avons évoqué beaucoup d'immédiateté de l'actualité. Il y a aussi naturellement l'avenir à préparer. Le courage d'agir pour pas qu'on nous dise dans 20 ans ou dans 30 ans, mais pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait il y a 20 ou 30 ans. C'est aussi d'agir prioritairement dans ces domaines. La COP28, je l'espère, nous permettra quelques avancées. En matière d'émissions de gaz à effet de serre, je n'en suis pas certain, mais juin 2025 pourrait enfin mettre des financements sur la table avec des entreprises, avec de grosses start-up qui nous permettent, en tout cas, dans le domaine de la biodiversité marine et de la montée des eaux, d'avoir de réelles avancées. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de LCI.